Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnose ultra, donc de transe profonde. Et j'étais en discussion avec Jimmy et il me posait un petit peu la question de savoir en fait à quoi ça peut servir ou à quoi ça sert l'état SDL. Alors je reprends un petit peu moi ma vision des choses, sachant que j'ai absolument pas raison, hein. En ce moment, il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur les trans profondes et qui vivent ou observent des choses spécifiques, qui reprennent aussi les anciens ouvrages et qui font des comparaisons. Donc c'est plutôt intéressant. Moi, je vous invite à l'expérimenter et à l'expérimenter de nombreuses fois. Depuis moi que je connais les ultras, je l'ai énormément travaillé, notamment pendant mon cancer, et je le travaille au moins une fois tous les 2 jours, voire il y a des moments quotidiennement, pour un petit peu voir ce que ça peut apporter. Alors déjà, un des points moi clés, c'est que ultra ou pas, c'est-à-dire SDL, C-Cort ou ultra height, ça n'est pas une panacée. Je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, je le répéterai encore et encore. C'est pas parce qu'on est dans un niveau de transe différent et profond, qui pour moi à ce moment-là n'est plus de l'hypnose, étant donné qu'on est très peu, voire pas suggestible, et que dans ma définition de l'hypnose, la suggestibilité est un facteur clé. Cet état-là, il est positif, il peut nous apporter des choses, mais c'est pas j'y vais et je me guéris de tout, que ce soit physiquement et ou émotionnellement. Et même s'il y a parfois des mouvements physiques, voire psychiques, c'est pas dit que ça se maintienne dans le temps. Donc là-dessus, moi j'aime voir jusqu'à où je peux aller et comment je peux l'exploiter. Première chose intéressante, et je pense que sur les 2-3 dernières vidéos, je vous en ai déjà parlé, moi j'utilise les états ultra comme des révélateurs. Tu y vas. Si tu y vas trop vite, par exemple, ça voudra dire, tiens, il y a peut-être une fuite. Donc un besoin d'aller dans une transe fermée, fermée au monde extérieur. Quand je dis fermée au monde extérieur, je reviendrai dessus, mais on entend ce qui se passe. C'est juste que ça ne nous intéresse pas. C'est juste qu'on est focalisé à l'intérieur de soi. Donc on n'est plus en hyper-focalisation et suggestibilité externe, mais plutôt une focalisation interne. Ça serait la seule partie sur les 2 facettes de l'hypnose, focalisation et suggestibilité, qui reste de l'hypnose. Donc, si on descend trop vite, c'est peut-être qu'on veut couper du monde extérieur. Et là, c'est super intéressant pour nos travails psychopratiques qu'on fait à côté. Si on n'y descend pas, on va avoir plein de révélations. La personne va nous expliquer, avec ses mots, pourquoi ça bloque, où ça bloque. Les images, les sensations, les perceptions, les peurs, tout ce qui va émerger. Ça, c'est si on y va trop vite ou on n'y va pas. Si on y va et on y vit, on vit quelque chose dedans. Donc, comme je vous disais, on est... Alors, avant, j'utilisais la notion, on est coupé du monde. Il n'y a plus rien. Mais en fait, c'est pas vrai. On est connecté au monde, on sait qu'il existe. C'est juste que notre centre d'intérêt se refocalise sur nous en interne. Donc l'externe devient secondaire. Deuxième chose, un des points intéressants, c'est de ce que j'ai observé, aussi bien avec mes partenaires ou avec moi, c'est que ça apaise, voire diminue complètement, et parfois supprime, alors le supprime, je le mets comme ça, des maux physiques et émotionnels. Ça crée aussi potentiellement des dialogues. La difficulté, c'est de maintenir dans cet état une capacité consciente pour driver ce qui est en train de se passer à l'intérieur. Souvent, on subit la transe interne et on n'a pas forcément l'aptitude à bien l'orienter et la diriger. Et même avec des années, moi, je ne suis pas encore hyper bon là-dessus. Donc on n'est pas complètement coupé du monde, on entend, mais vraiment on fait pas gaffe. On ressent, mais très très légèrement, puisqu'on est focalisé en interne. D'où le fait qu'on peut vivre des pincements ou officiellement des opérations, parce que ça nous fera pas mal. On n'est pas centré sur ça. Un des points donc qui est intéressant, c'est de se rendre compte que ce que je disais à Jim, c'est cette espèce de notion un peu de sidération. Pour moi, je considère l'état SDL comme une espèce de sidération. C'est-à-dire on est complètement bloqué dans quelque chose. Bloqué, le terme n'est pas bon, hein, mais vu qu'on utilise le mot coma, c'est qu'il y avait derrière cette idée-là. Et c'est comme si on était fasciné par quelque chose à l'intérieur de nous, comme si on était en train de se couper de plein de choses,
pour se réorienter vers quelque chose à ce moment-là qui peut être plus utile pour nous. J'allais dire notre survie, mais c'est pas forcément le terme. Les termes là ne sont pas justes. Hein. Le parallèle, c'est juste pour vous donner une idée, c'est pas une réalité. C'est aussi un chemin pour aller sur 6 cohortes. Et 6 cohortes, donc Jim me dit, ok, mais c'est quoi la différence entre les deux? Et comment tu fais pour emmener la personne de l'un à l'autre si elle est fermée? Mais justement, elle n'est pas fermée, elle entend ce qu'elle a envie d'entendre et ce qui l'intéresse. Donc, les personnes peuvent suivre des suggestions. Il y en a, elles ne suivront jamais. Il y en a, elles vont le suivre un petit peu. Il y en a, elles vont le suivre. Parce que c'est quelque chose qui les intéresse. Parce que notre pré-talk les a orientés vers. J'ai testé sur des personnes à qui je disais rien. Et pourtant, ces personnes-là descendaient quand même en état 6 cohortes. Et pour moi, l'état 6 cohortes, c'est l'état intéressant après, plus que l'état SDL. Parce que justement, on enlève toute la catatonie. C'est pas une catalepsie, c'est une catatonie. Donc cette espèce de rigidité. Et on arrive dans une hyper détente. Et cette hyper détente, pour moi, c'est comme si c'était une ouverture à une confiance à soi, une confiance à complètement se relâcher. À tel point qu'on fait très attention à la nuque parce qu'ils peuvent vraiment énormément se relâcher. Alors sans dire que on va se briser la nuque et qu'on a complètement enlevé tout instinct de survie, c'est faux. Hein. Mais on arrive quand même dans un tel état, c'est comme si on était passé de cette sidération, ce blocage, à quelque chose de très fluide et très acceptant et très apaisant. Alors, j'adhère pas à tout ce que dit Ramet. Hein. Ramet, je vous rappelle, c'est celui qui développe l'état 6 cohortes, donc Ultra Depth, qui est l'élève de 6 cohortes, justement. Et moi, je pense vraiment que c'est un état donc, où on est vraiment plus connecté à nous encore que l'état SDL, parce qu'il y a ce rapport de relaxation. Et moi qui ne suis pas un fan en hypnose à dire relâche-toi, relaxe-toi, etc., la notion de relâchement, je l'avais demandé à pas mal d'hypnos, disait que c'était un des chemins qui nous permettait de bien stabiliser des trans ou d'approfondir davantage. Et à ce moment-là, je trouve que cet état d'hyper-relâchement nous refocalise encore davantage. Et j'arrive, moi, pour ma part, à mieux travailler et à mieux stabiliser cette transe instable, on va dire, cette transe qui est déséquilibrée. J'arrive à mieux l'exploiter quand je suis dans l'état 6 cohortes. Parce que justement, ce relâchement profond fait qu'il y a une espèce de connexion à soi-même qui est bien plus intéressante, en tout cas de mon point de vue, et qui permet, alors là, sur les constats, moi surtout de mes maux et mes blessures physiques, et là c'est entre guillemets, et surtout ne mettez pas de magie, ne mettez pas le mot guérison ni quoi que ce soit, mais une espèce de régénération, de mieux-être par rapport à ces problématiques-là. Et au niveau psychique, j'ai pas toujours d'hyper bons résultats là-dessus, même s'il y a des moments j'ai l'impression que j'ai des choses qui bougent un peu, mais là encore, pour le travailler régulièrement, je trouve que l'investissement temps versus le résultat et les choses intéressantes ne sont pas forcément flagrantes d'un point de vue psychique. Là encore, j'ai encore plein de tests à faire et plein de choses à voir là-dessus. Donc, globalement, pour moi, c'est un état qui est intéressant, mais on n'est plus vraiment drivé par le partenaire. Donc, ce qui est cool, c'est de l'apprendre à le faire pour le vivre en auto-hypnose et de le faire beaucoup en auto-hypnose. Le plus en cabinet, c'est que quand on fait un émerge, et si le partenaire... moi, je suis pas très fan du Simpson Protocol, même si je trouve que l'idée est très bonne. Je préfère faire émerger le partenaire, le faire parler, le faire retourner dans l'état et ainsi de suite. Ou, éventuellement, lui laisser faire son job et travailler sur le seul retour qu'il y a en niveau somnambulique et après faire un travail verbal à ce moment-là. Donc, je pense que c'est un plus quand on est en cabinet parce que justement, on va pouvoir continuer le boulot qui a été initié en SDL ou en 6 cohortes et on va le travailler avec, après, les notions classiques d'hypnose avec du questionnement et de la suggestion. Si vous avez des questions derrière moi que vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Ciao.